Bonjour, bienvenue sur les petites interviews by Yes Home. Je suis Véronique Dubourg, je suis comportementaliste canin dans la Sarthe et j'ai à cœur de vous partager ma vision du chien basée sur l'éthologie canine en invitant des spécialistes pour vous aider à mieux comprendre votre chien. Bienvenue, bonjour à tous, je vous laisse arriver tranquillement en attendant que Géraldine Méry, qui est mon invitée, se connecte également. On va parler d'un sujet douloureux qui est les outils coercitifs, comment ils ont été banalisés, et également l'impact des punitions sur le chien, sur la relation. Bonjour Géraldine. Hello Véronique. Bienvenue à toi. Comment vas-tu? Merci. Ça va et toi? Est-ce que tu me vois bien? Est-ce que tu m'entends bien? Écoute, moi c'est le cas. Si quelqu'un peut nous dire s'il nous entend bien et s'il nous voit bien, ça serait cool. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Alors, écoute, apparemment, il n'y a rien à signaler si on ne nous dit pas. Moi, je vois pas Au les cas où. commentaires, donc je sais pas si... J'ai pas l'impression que je vais les voir, en tout cas. Bon, tu vois pas les Non, commentaires? non, Ah non, ouais. je te vois juste toi et un tout petit peu de moi en bas. Eh ben, en tout cas, moi, le cadre est parfait et je lirai les commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs à poser toutes vos questions. C'est interactif. Vous êtes les bienvenus pour poser vos questions. Géraldine, est-ce que tu peux te présenter pour les Oui. personnes qui ne te connaissent pas encore? Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis Géraldine Méry, donc je suis comportementaliste. Je travaille surtout avec des chiens au profil sensible, donc des chiens je travaille surtout sur les problématiques de peur, d'anxiété, etc. Et une grande partie de ma clientèle sont des chiens, des chiens de l'étranger, donc les chiens roumains, etc., qui sont aussi généralement des profils assez sensibles. Donc ça, c'est des thématiques sur lesquelles je me suis spécialisée. Voilà. D'accord. D'ailleurs, je mettrai le lien. Il y a 2 épisodes te concernant sur le blog de notre consoeur à la Niche Aventure, Claire, Oui, il y en qui a. sont. Ouais. Il y en a pas 2? Non, non, Ah, non, il y en a qu'un. ah bon? J'ai écouté 2 épisodes. Je pense que tu as dû écouter un autre épisode qui concernait ce sujet-là sur le. Ah Ou ben, c'est... j'étais sûre que ce soit toi. Bon, bah écoute, Non, en non, tout il y en a cas, qu'un. En tout cas, je ne sais pas avec quoi je confonds. En tout cas, vraiment, je vous invite parce que là, évidemment, Géraldine nous parle pas de son expérience puisque c'est pas le thème, mais c'est vraiment très, très intéressant. Il y a tout le parcours, il y a comment tu as adopté tes chiens, tous tes chiens. Enfin, vraiment, je le recommande et je mettrai le lien. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, on ne se connaît pas dans la vie, dans la vraie vie, mais en 2020, j'avais lu un article que tu avais écrit, je te suivais déjà sur les colliers électriques. Et écoute, quand j'ai voulu aborder ce thème, j'ai tout de suite pensé à toi. Donc, encore une fois, merci d'avoir accepté et d'écrire sur tous ces sujets. Un Alors, sujet on va toujours d'actualité, malheureusement, quoi. malheureusement. Quand je l'ai écrit à l'époque, je me suis dit, est-ce que les choses vont changer prochainement? Parce qu'effectivement, il y a plein d'interdictions dans d'autres pays qui se mettent en place. On y vient, j'espère, en France. Mais oui, en tout cas, c'est toujours d'actualité, malheureusement. Malheureusement, et même des boutiques qui se sont, je crois que c'est Zooplus qui s'est un petit peu différencié en précisant qu'ils ne vendraient plus. Donc il y a aussi Okay. des actes forts des boutiques. Voilà, mais tout le monde ne suit pas puisqu'il y a l'aspect commercial et qu'on reçoit régulièrement. Ça m'hérisse les poils sur Facebook ou sur les réseaux, des petites pubs avec le gros collier électrique. Ouais. Alors, pourquoi, à la base, ces outils coercitifs ont-ils été créés? Alors, du coup, je pense que on peut trouver des éléments de réponse peut-être dans l'histoire moderne de l'éducation canine et comment finalement c'est rentré dans les foyers des gens, parce qu'à la base, l'éducation canine, on peut plutôt parler de dressage quand même, je pense, c'était plutôt dans la sphère de l'armée, de la police, etc. Il y a bien un moment où ça s'est rentré dans les foyers des gens, quoi, finalement, où les gens qui avaient des chiens se sont dit, bah tiens, moi aussi je peux peut-être modifier le comportement de mon chien, je peux peut-être travailler sur l'éducation, etc. Je pense que ça s'est fait vraiment en 2 temps. Un sur la publication de manuels d'éducation
et un sur tout ce qui était lié aux émissions à la télé, quoi, qui était un média à une certaine époque, qui était vraiment le plus important. Et si on regarde un peu tout ça, je pense qu'on va trouver déjà des éléments de réponse. Alors, par exemple, sur les premiers manuels d'éducation qui sont parus sur la première moitié du 21e siècle, je pense, et notamment avec le manuel de William Kohler. Alors, il n'est peut-être pas très connu en France, hein, mais c'était le dresseur. J'utilise vraiment volontairement ce mot. C'était le dresseur de Disney. Et en fait, il est devenu très 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 connu d'un coup suite à un film qui retraçait justement l'histoire d'un dresseur et, qui prenait sous son aile un petit orphelin, etc. Ça a eu un succès phénoménal. Et suite à ça, lui a publié un manuel et a commencé à travailler avec des particuliers, etc. Et ça, déjà, ça a eu vraiment un effet, enfin ça s'est popularisé vraiment de manière très rapide où finalement les gens se sont dit ok, lui c'est une figure quand même importante, c'est le dresseur de Disney, donc je pense qu'on peut quand même écouter ce qu'il a à dire. Et là, dans ces méthodes qu'il proposait, bah, on avait finalement beaucoup de méthodes brutales, coercitives, hein. C'était des trucs du genre, bah, si ton chien fait une bêtise, s'il creuse un trou sur ton terrain, tu le remplis d'eau et tu lui mets la tête dedans. C'était lui qui parlait beaucoup de justement pendre le chien au bout d'une laisse, de lui mettre des saccades. Donc il parlait beaucoup de ce genre de méthode-là. À côté de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il parlait aussi du lien avec le chien, qui parlait de méthodes de renforcement positif, donc il fallait récompenser le chien, etc., etc. Ce qui, moi, je pense, minimise en fait les méthodes coercitives qui sont utilisées à côté, parce que finalement, oui, on parle quand même du lien, on parle quand même du fait que le chien doit être récompensé, etc. Ça, c'est ce qu'on retrouve un peu aujourd'hui chez les balance trainers, comme on dit en Angleterre. Tu sais, c'est vraiment un gros truc, hein. Eux, en ce moment, ils prennent beaucoup de place sur les réseaux, en tout cas dans la sphère anglophone. Je pense qu'en français, on peut traduire peut-être entraîneur équilibré, enfin voilà, éducateur équilibré, parce que justement, eux, ils se basent sur le même principe, c'est que il faut des fois agir de manière forte d'un coup pour régler un comportement plutôt que de laisser traîner ça sur la longueur. Mais à côté de ça, bien évidemment, on renforce le lien, etc. Donc en gros, voilà, on déculpabilise, on minimise aussi ce qu'on fait, quoi. Lui, il disait des choses comme les chiens ne ressentent pas les choses de la même manière que nous, etc. Donc ça déculpabilisait aussi beaucoup les gens, quoi. Tu as eu aussi des gars comme alors, les moines de New Skit. Alors, eux, ils étaient très connus. Hein. Ah voilà, je vois, si finalement je vois les commentaires, je vois Tradi Bonbon. Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est un terme qui est utilisé. Ouais. Mais c'est ça, quoi. Vraiment, il justifie l'utilisation de méthodes aversives, coercitives, par le fait qu'ils utilisent aussi des méthodes plus positives, quoi. Donc les moines de New Skit, eux, ont eu beaucoup de succès aussi. Et ils ont plutôt mis en avant tout ce qui était programme de régression sociale, donc la hiérarchie et compagnie. Si je me trompe pas, c'est eux qui ont parlé du alpha roll en premier. Donc vraiment le truc de mettre ton chien sur le dos, le prendre par le cou, de lui grogner dessus quand il faisait quelque chose qui te plaisait pas, quoi. Donc ça la dent dure, parce qu'on en entend encore beaucoup parler aujourd'hui. Et eux, bah, c'était pareil, finalement, c'était des méthodes qui étaient beaucoup dans le contrôle, dans la confrontation. Mais à côté de ça, il te parlait aussi de socialisation, du lien avec le chien, etc. Donc là, on voit quand même que finalement, ça, c'est vraiment les premiers manuels qui sont sortis et qui ont popularisé l'éducation canine, enfin, le travail de coopération, etc., qu'on peut faire avec un chien, et qui sont déjà vraiment bien imprégnés de ces méthodes-là, quoi. Et donc là, on a finalement la popularisation, ça rentre dans les foyers, ça normalise aussi ce genre de méthode. Et puis il faut dire aussi qu'à l'époque, donc là on est plus dans les années 50, 60, etc., on utilisait le même genre d'approche d'éducation avec les enfants aussi. Donc ça a permis aussi de normaliser ce genre de méthode où finalement, bah, c'est normal, on fait ça avec les enfants. Donc déjà, je pense que ça peut expliquer déjà qu'aujourd'hui, on a encore autant de mal à se défaire de ces méthodes-là. C'est vraiment ancré finalement dans nos mœurs autour de ça. Ensuite, si on regarde un peu tout ce qui se fait à la télévision, donc là, plus dans les années 80, on a commencé à avoir des grands programmes, mais même bien avant César Millan, il y en a eu d'autres avant, hein, comme en Angleterre, on a eu Barbara Woodhouse, qui, elle,
était vraiment se baser sur les méthodes de Kohler aussi, quoi. Donc elle faisait ce genre de trucs, de saccades, tout ça. Ces émissions, faut dire qu'à l'époque, la télé, c'était quand même un média hyper important. Elles ont eu un succès phénoménal. Et là, elles transmettent quoi comme message, ces émissions, de par la durée, enfin, c'est des émissions qui durent 45 minutes, 50 minutes, de par les montages et puis le sensationnalisme qu'il y a autour. Elles t'envoient quoi comme message, ces émissions? Ok, tout se règle, parce que franchement, tu vois jamais d'épisodes où ils te disent ah bah finalement on n'a pas pu régler le problème, etc. Tout se règle rapidement. Et même si potentiellement entre la première fois où le présentateur professionnel vient chez les personnes et les dernières images de l'émission où il montre le résultat, tu as peut-être plusieurs semaines qui se sont passées. Mais ça, tu t'en rends pas forcément compte, et puis ta perception des choses fait que, en fait, ça a été très rapide, quoi. Et là, je pense que vraiment, on a intégré cette notion de quick fix. Encore une fois, j'utilise un terme anglais, c'est vraiment ce truc de résultat rapide. Et ça, sur la banalisation des méthodes comme ça, sur là, les quick fix, donc on a créé des attentes assez importantes, où les gens se disent, bah, c'est ça l'éducation, ça doit aller vite. Je dois répondre rapidement en fait aux problèmes que j'ai. Je dois pouvoir résoudre ces problèmes très rapidement. Là, tous les professionnels que je vois à la télé le font. En plus, ils utilisent des méthodes, voilà, quand même, qui sont, pour la plupart, en tout cas, si on pense à César Millan, tout ça, il y a beaucoup de coercition, beaucoup de méthodes aversives. Mm. Mais tu vois, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas que eux. Hein. Il y a eu aussi des professionnels en positif qui ont fait des émissions comme ça, comme Victoria Stilwell. Et franchement, ça donne la même impression. C'est-à-dire qu'elle, elle rentre, le chien, il a un problème de protection de ressources. Elle met des gamelles un peu partout. Et puis, après, à la fin de l'émission, c'est bon, le chien, il grogne plus jamais quand on s'approche de sa gamelle. C'est des trucs. Et donc, évidemment, je pense que ça a contribué aussi à ce que les gens cherchent des méthodes rapides. Et donc, voilà, il n'y a rien d'étonnant après derrière dans le fait qu'on ait inventé des outils qui répondent à ces attentes et qui en plus sont pas spécialement vus comme quelque chose de négatif, de méchant, voilà. Oui. Oui, c'est une grande méconnaissance aussi tu t'en parlais, du fonctionnement du chien sur ses émotions, sur ses réactions, sur la douleur, et les particuliers, encore aujourd'hui, se font avoir, entre guillemets, parfois, parce qu'ils sont de bonne volonté. Et comme tu l'as bien souligné, il y a un mélange aussi qui attire, on est en bienveillance, il y a cette espèce de mélange qui fait que pour quelqu'un qui n'a pas encore tous les clés du tableau, et du coup, comment désormais tous ces outils se sont banalisés? Alors, pourquoi aujourd'hui c'est tellement qu'on en vend, qu'on fait de la publicité, que tout le monde trouve ça normal? Ouais, c'est ça, c'est vraiment ce mot, cette normalisation. Donc on voit ce qui a pu contribuer à ça, clairement. Et puis la déculpabilisation, finalement, c'est ce que tu viens de dire, c'est que aujourd'hui, tu vois que les pros l'utilisent. Donc tu as des émissions, parce que en plus, on peut dire que voilà, tu as des émissions comme celle de César Millan qui sont encore en train d'être diffusées. Donc ça continue. Ces personnes, c'est des figures pour les gens d'expertise. Enfin, ils représentent l'expertise, la connaissance et une certaine effet d'autorité aussi. J'en ai parlé justement dans l'article de l'effet Milgram, où quand tu as quelqu'un qui a une certaine autorité sur ces questions, va te dire c'est comme ci ou c'est comme ça, tu vas naturellement le croire, quoi. Donc là, ça continue aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec ces influenceurs, enfin des personnes, j'ai même pas envie de dire éducateurs, quoi, des personnes qui ont des centaines de milliers d'abonnés et qui continuent à faire ces alpha roles, qui continuent à utiliser ces méthodes-là. Et puis, c'est ça aussi, c'est la notoriété te donne aussi l'impression que c'est des experts, des grands experts et que c'est OK, quoi. Donc, tu as ça, le fait que ce soit utilisé par des professionnels, des figures expertes. Donc, les gens ont confiance naturellement avec cet effet un peu d'autorité, de blouse blanche. Bon, s'ils le disent, c'est que c'est OK. C'est difficile de remettre ça en question quand tu sais pas, quand tu n'as pas des informations sur les risques qui sont impliqués, tu te poses peut-être pas forcément ce genre de questions, quoi. Tu as l'utilisation de certains termes aussi.
Bah tiens, je vois justement que c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que maintenant, au lieu de parler de collier étrangleur, on parle de collier d'éducation. Le collier électrique, maintenant, on utilise stimulation électrostatique. Donc tu vois ça, tu te dis, bon, c'est peut-être pas si catastrophique qu'un choc électrique, quoi. Ça te donne tout de suite l'impression que c'est pas aussi fort. Donc clairement, le marketing et puis voilà, tous les termes qui sont utilisés autour de ça, ça joue énormément. Je pense qu'il y a vraiment un manque de connaissances de manière générale sur les risques qui sont impliqués, sur les risques pour la santé, pour l'émotionnel, pour les problèmes que ça peut générer aussi derrière. Il y a plein de choses en fait, hein. Il y a aussi le fait que ce soit disponible, que tu puisses acheter ça n'importe où tu veux. Voilà. Et des fois, tu le vois même chez certains vétos. Enfin, c'est quand même ça, quand tu vois ça, moi je l'ai déjà vu, je me suis dit quand même, là, tu viens, tu rentres en tant que particulier, tu dis, bon, si un veto le vend, c'est que ça va, quoi, c'est que c'est pas catastrophique en fait. Tu peux aller dans n'importe quel magasin, tu peux même en acheter à Carrefour, des trucs comme ça, quoi. Donc, ça aussi, ça contribue à le banaliser. Et je crois qu'il y a vraiment cette notion de, bah, si ça fonctionne, c'est OK en fait. Donc, Et il y a le bouche à oreille. J'ai discuté avec un voisin qui ah bah ça marche. On m'a conseillé ça. Son chien fuguait, etc. Par hasard, j'ai discuté. Il m'avait pas consulté, mais ça a été. C'est le copain qui m'a conseillé. J'en ai commandé un, donc je lui ai décrit et voilà, il était loin d'imaginer l'impact. Et donc il y a ce truc de puisque évidemment le chien va se, se mettre en détresse acquise, oui, ça marche, mais à quel prix? Et justement, tu parlais des risques. Est-ce que tu peux nous dire ce que la punition, d'ailleurs, on va partir de la punition en général jusqu'à vraiment l'utilisation de ces colliers. Quel est l'impact psychiquement sur la relation, physiquement, etc. ouais, ouais, ouais. Alors c'est ça qu'il faut se dire, c'est que on dit pas que ça marche pas, parce qu'effectivement, tu viens de le dire, ça réprime les comportements. Ça, voilà, à un moment, ça part, c'est basé vraiment sur un principe d'apprentissage associatif qu'on appelle la punition positive, qui permet en fait, où tu ajoutes quelque chose de négatif, de pas très agréable, etc., pour réduire la fréquence d'un comportement. Donc effectivement, pour que ton comportement diminue, enfin pour que tu ne le reproduises pas, parce que ça vaut pour les humains aussi, hein, c'est une forme d'apprentissage qui concerne les humains aussi, pour que ton comportement ne se reproduise pas, pour que tu aies la motivation de ne pas le reproduire, il faut finalement que tu vives quelque chose de très aversif, quoi. Il faut faut que tu aies peur, il faut que ce soit désagréable, il faut que tu aies une privation de liberté ou qu'on t'empêche d'accéder à des choses qui sont très importantes pour toi. Il faut que ça ait ce genre d'effet-là pour que tu te dises, bon, ok, je le reproduis plus, en fait. Et finalement, c'est là où on ne peut pas dire que ça fonctionne pas, puisque ça fonctionne là, quoi. Maintenant, il y a énormément de risques qui sont associés à ça. C'est-à-dire que, comme tu le disais, voilà, on peut dire qu'il y a des risques au niveau physique. Donc, au niveau physique, quand même, alors, que ce soit les colliers étrangleurs ou les colliers électriques, ça peut engendrer ça peut faire, par exemple, les colliers électriques peuvent faire des brûlures, les colliers étrangleurs peuvent aussi abîmer toute la zone du cou, des cervicales, etc. On peut voir, il suffit de regarder d'ailleurs sur Internet, de taper collier collier à pic, par exemple, collier torquatus, effet sur la peau, etc. Tu vois des vidéos ou des photos qui ont été prises par des vétérinaires souvent. Tu vois des trous quoi, dans la peau du chien. Donc là, on a quand même quelque chose déjà au niveau physique qui, on le sait, provoque de la douleur. Là, c'est évident, on a des preuves. Cette douleur, elle va être chronique si c'est utilisé régulièrement, et ça peut avoir un impact vraiment très négatif sur l'émotionnel. On le sait, c'est quelque chose qu'on étudie de plus en plus maintenant aujourd'hui. La douleur et l'anxiété, par exemple, sont très liées dans un sens comme dans l'autre. Donc une douleur chronique peut évidemment augmenter les risques de développer des troubles anxieux, etc., etc. Le stress chronique qui peut être engendré aussi par tout ça, enfin qui peut être créé par tout ça, va finalement aussi potentiellement avoir un impact sur la santé. Ça peut avoir un impact sur le système immunitaire, gastro-intestinal, ça peut même retarder la puberté. Tout ça, c'est des choses qui ont été mentionnées dans des études, hein, quand même. Et évidemment,
l'impact sur le lien avec le gardien. Ça, c'est évident, parce que souvent on se dit, et je crois que beaucoup de gens se le disent, oui, mais il voit pas qui donne le coup de jus, il se rend pas compte en fait que c'est moi qui envoie le coup de jus, ou ce genre de choses-là. Alors déjà, ça, évidemment que le chien se rend compte quand même de qui lui fait ça, quoi, qui envoie le coup de jus, qui met le coup de saccade quand, avec le collier étrangleur, etc. Là, pareil, on a des études qui ont été menées, qui ont évalué l'impact sur le lien avec l'humain et qui ont été évaluées de manière objective, hein, par exemple en étudiant ça sur le jeu, par exemple, donc les chiens qui étaient éduqués avec des méthodes coercitives comme ça ou aversives versus des chiens qui étaient éduqués plus avec des méthodes positives. Donc on voit aussi une différence, l'impact. Les chiens éduqués en méthode positive jouent beaucoup plus avec leur humain. On le voit aussi sur tout ce qui est strange, comment on appelle ça, le test de l'étranger, où finalement on voit le chien, comment le chien réagit quand il est laissé seul avec un étranger, etc. Est-ce qu'il revient très vite vers son humain quand l'humain revient ou pas? Et là, pareil, on voit des différences aussi sur ça. La J'ai entendu. punition divine. Ok. Ouais, voilà. Donc ça, non, c'est et donc là, finalement, on a plein d'effets. Je reviens sur l'émotionnel aussi parce qu'il y a eu pas mal d'études récemment sur tout ce qui est donc biais cognitif où on voit que les chiens sont plus pessimistes dans leur façon d'appréhender les choses, etc. En fait, on a étudié tout ça avec des mesures très objectives et on se rend compte quand même de manière générale. Ça ne veut pas dire que des fois, tu n'as pas une étude isolée qui va dire non, on ne voit pas de différence. Et là encore, ça ne veut pas dire que c'est une vérité absolue. Hein. Il peut y avoir des erreurs méthodologiques, des choses comme ça. Enfin, il faut toujours regarder, il faut toujours critiquer finalement les études que tu lis. Mais de manière générale, le consensus, c'est ça cause des problèmes au niveau émotionnel, au niveau de la santé potentiellement, et au niveau de la relation avec l'humain, quoi. Et je reviens sur deux choses. Quand bien même le chien ne verrait pas que c'est l'humain, quand bien même l'imprévisibilité de se prendre une douleur, parce que forcément c'est pas le timing machin, c'est complètement destructeur sur justement la confiance en soi. Et une autre petite chose, on a le nerf vague qui passe au niveau là, qui est responsable de la réponse de détente, la réponse parasympathique. Donc c'est double peine. Le chien se prend une douleur et en plus il ne peut pas avoir sa physiologie qui lui amène un peu de relâchement, de détente, puisqu'à force, ça s'use, comme tu l'as très bien dit. Y a des brûlures, il y a des douleurs, il y a la thyroïde qui est devant aussi, qui en prend un coup. Enfin, c'est effectivement, les risques sont catastrophiques. Et justement, en général, que penses-tu de la punition? En général, La punition positive, ouais, donc bah, évidemment, comme je disais, ça fait partie des apprentissages associatifs, mais c'est pas pour autant. Donc on sait que ça fonctionne en fait. Hein. Évidemment, si tu veux réduire la fréquence d'un comportement, ça fonctionne. C'est pas pour autant que c'est éthique. Déjà, justement, parce qu'il y a beaucoup de risques qui sont impliqués là-dedans, quoi, finalement. Et là, je pense qu'en plus, ce qu'on peut se dire, c'est que les risques étant aussi importants, ils diminuent vraiment les potentiels bénéfices qu'on pourrait avoir, quoi, finalement. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel quand tu prends en compte le fait que tu as aujourd'hui d'autres méthodes qui sont beaucoup plus éthiques, beaucoup moins risquées. Voilà. Parce que ça, tu prends le risque. Ça ne veut pas dire que ça va se passer. Ça ne veut pas dire que ton chien va devenir hyper anxieux ou quoi au caisse. Mais le risque est quand même très important, quoi. Donc toi, tu prends ce risque en utilisant ce genre d'outils, hein, clairement. On a des méthodes qui sont beaucoup moins risquées. On a des méthodes qui favorisent le bien-être de l'animal et qui développent confiance en soi, qui développent des super compétences de vie, etc. et qui sont efficaces. Pourquoi aller vers la punition positive, en fait? Voilà. Là, et le ça marche, c'est pas du tout, c'est pas suffisant en fait. C'est pas suffisant pour justifier ça parce qu'on a un devoir moral vis-à-vis de nos animaux.
c'est vraiment, on est garant de leur bien-être. C'est notre responsabilité. Et donc, ça marche, c'est vraiment, vraiment pas suffisant dans ce contexte-là. Donc, la punition positive, évidemment qu'elle peut se produire tous les jours dans différents contextes sans même que l'humain intervienne. Ça fait partie voilà, de l'environnement, ça fait partie des différents apprentissages. Euh, mais l'utiliser volontairement, c'est autre chose. C'est une démarche différente, quoi. Oui, oui, oui. Et puis quand on se dit l'être qui fait partie de la famille, le membre de la famille, c'est quand même spécial de se dire qu'on va être générateur d'une douleur. Enfin, ça rentre pas dans mon logiciel personnel en tout cas. Et comme nous dit oui, c'est ça, c'est qu'il faut passer plus du temps pour se former, etc. Et dans le petit sondage qu'on avait fait, justement, il y avait l'impression que c'est efficace, il y avait le manque de connaissances, il y avait tous ces points où tout le monde s'était assez partagé. Mais je pense que c'est un mix de Ouais, tout ça en réalité. Il y a ouais. l'effet blouse blanche et marketing, parce que quand il a été question d'interdire les colliers électriques, là, il y a quelque temps, qui est passé, c'est au Sénat, il y a eu vent debout de faire des dérogations. Ça montre bien que toutes les professionnels, entre guillemets, qui utilisent ces méthodes sont pas du tout prêts à les lâcher. C'est bien que ils sont peut-être démunis à proposer autre chose. C'est Ouais, bah, tellement rentré dans un champ. c'est Donc, donc ça pose plein de problèmes. Moi, en se mettant à leur place, même si, voilà, personnellement, c'est pas ma façon de travailler, etc. Mais je me dis, t'imagines, ça fait 10 ans, 20 ans que tu utilises ces méthodes-là, que tu as éduqué, ou enfin, voilà, tu as eu je ne sais pas combien de clients, etc. Va dire aux gens, bon, bah finalement, en fait, je me suis trompée, j'ai fait beaucoup de mal à vos animaux depuis 10, 20 ans, je vais changer. Tu vois, de ce point de vue-là, tu peux imaginer que ça doit être hyper difficile ah, mais de complètement. changer, Complètement. quoi. Il faut qu'ils prennent un abonnement en thérapie, qu'ils se remettent en question de pourquoi tant de violence. Ouais, Euh, ouais. mais oui, 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 non, ça demande une humilité, une humilité. Et alors, on a parlé de la douleur. Quel est l'impact justement? Tu l'as un petit peu évoqué déjà. Peut-être tu peux approfondir l'impact de la douleur sur le comportement d'un chien, peut-être sur le lien avec son humain, etc. Bah oui, alors la douleur, donc là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est finalement à deux types de douleurs. On a une douleur qui est rapide, enfin qui est vraiment spontanée, qui se produit au moment où on a l'effet du collier ou de l'outil utilisé. On a potentiellement une douleur chronique aussi, parce que si c'est utilisé très régulièrement, ça va provoquer. Elle est chronique aussi dans le sens où elle se produit de manière fréquente. Donc là, déjà sur ça, on connaît de plus en plus l'effet que ça peut avoir sur le stress, sur l'anxiété, sur la santé, comme je le mentionnais tout à l'heure. On a aussi l'aspect finalement imprévisible de tout ça, c'est difficile à contrôler. Donc là, on est sur un gros facteur d'anxiété aussi, hein, finalement, ou la prévisibilité. Donc tu parlais de ça, et je pense que c'est vraiment important. C'est un facteur d'anxiété, l'imprévisibilité, et ramener de la prévisibilité dans la vie d'un chien anxieux, c'est une grosse part finalement de la thérapie. Donc là, en fait, tu as un chien qui, quand on utilise, que ce soit le collier électrique, le collier étrangleur, etc., qui souvent ne comprend pas forcément pourquoi il ressent cette douleur tout d'un coup, pourquoi on lui inflige ça, parce qu'on va dire c'est bien utilisé, si c'est bien utilisé, on fait la bonne association, etc. Voilà, j'ai envie de dire, si demain je te dis de fouetter ton enfant quand il fait une bêtise, mais tu peux bien utiliser le Bien fouet, hein, sûr. pas de problème. Ça se discute quand même, hein, clairement. Et donc là, il y a pas, ouais, il y a pas de bonne façon de l'utiliser parce que tu sais jamais finalement aussi l'association que le chien va faire dans ce moment-là. Donc la douleur, elle va être associée à quoi? Elle va être potentiellement associée à quelque chose que toi, tu n'avais pas prévu du tout Un d'associer, en fait. enfant qui passe, un enfant qui passe, ouais, Bah voilà. mauvaise association. Il y avait eu, alors ça c'était j'en parlais justement dans l'article, c'était dans une conférence et je crois que ça mentionnait aussi dans une étude où il y a plusieurs études de cas comme ça.
où, par exemple, il y avait ce chien à qui, c'était aux États-Unis, c'est des jardins qui sont souvent ouverts, où ils sont pas clôturés sur l'avant, etc. Et ce chien, en fait, à chaque fois qu'il voyait les enfants rentrer de l'école, il partait les rejoindre et tout, parce qu'il y avait des gâteaux, des machins, tout ça, sauf que du coup, il divaguait, ça posait problème dans le quartier, etc. Et donc les gens, les gardiens, les humains, se sont dit, bon, bah, on va lui mettre un collier électrique, le collier clôture. Parce qu'il y a deux types de colliers électriques. Ah Hein. oui, oui, oui. Il y a Voilà. aussi les clôtures, ouais. Voilà, Oui. donc en fait, le système de la clôture, c'est que tu délimites Mm. un espace et si le chien s'approche ou dépasse cette limite, il se prend un coup de jus en fait. Ça doit l'empêcher d'aller au-delà de cette limite. Et donc, ils ont mis ce collier sur le chien, qui du coup, à chaque fois qu'il voyait les enfants essayer de sortir, il se prenait des coups de jus, etc. Jusqu'au jour où tu as un des gamins qui s'est dit, bah, c'est bizarre, d'habitude il vient nous voir, il vient nous dire bonjour, bah, je vais aller le voir, je vais aller lui dire bonjour, et là, bim, morsure. Voilà. Et des histoires comme ça, en fait, tu peux les trouver hein, dans plein d'études, enfin, si tu Du recherches un bon peu, sens, ouais. ouais, voilà. Il y avait un autre cas qui était mentionné dans une des études. Je pourrais éventuellement te donner des références après si tu veux les rajouter quelque part. Hein, mais là, c'était un berger allemand, il me semble, qui était éduqué avec un collier étrangleur. Et collier étrangleur, c'est-à-dire que l'humain prenait le collier et pendait le chien au bout du collier pendant quelques secondes, Oh si là c'est là. pas presque une minute, pour le punir d'un comportement. Et ce chien, un jour, quand l'humain a fait ça, il a perdu connaissance. Il a eu beaucoup de mal à se réveiller, donc l'humain est parti en urgence et tout chez le vétérinaire. Donc ça, c'est un cas qui a été mentionné par des vétérinaires. Et le chien a eu des dommages neurologiques très importants, en fait, au point où ils ont été obligés de l'euthanasier. Donc, voilà, en fait, hein, finalement, l'impact que ça peut avoir. Là, je dévie un petit peu par rapport à Ah la non, non, douleur. au contraire, parce que c'est aussi des cas précis qui font que pour les personnes qui peut-être l'utilisent en toute, avec ce qu'on a dit, peut-être parce qu'ils ont eu un éducateur qui leur a demandé de le faire, c'est bien aussi de donner des exemples. Et pour le rappel, je sais même pas quel est comment on fait avec pour le rappel, puisque je sais pas à C'est une quel grande, moment. c'est une grande. Je sais pas la logique de l'utiliser pour le rappel, par Bah, exemple. Tu écoute, sais? c'est un truc sur lequel j'ai un peu cogité en me disant, ah, quand même, j'essaye de comprendre, tu vois, en termes Ouais. d'apprentissage, d'application, de me dire, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête du chien? Pourquoi est-ce qu'effectivement les gens te disent, quand je l'utilise pour le rappel, le chien revient? Alors, est-ce que c'est parce que justement il a mal et qu'il vient rechercher du réconfort ou quelque chose comme ça? Je me suis déjà posé la question, mais en tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que t'imagines, toi, ton but, c'est d'apprendre à ton chien à revenir avec un collier électrique. Donc en gros, dès qu'il s'éloigne, tu vas lui mettre un coup de jus. Sauf qu'en fait, le chien, à ce moment-là, il s'éloigne. Ça, c'est le comportement que tu veux punir, c'est le comportement que tu veux diminuer. Ou alors, il revient pas, il répond pas au rappel, et donc tu vas le punir parce il est pas revenu suffisamment vite, ou ce genre de choses-là. Mais le chien, il fait plein de choses aussi à ce moment-là, et il se passe plein de choses aussi dans l'environnement. Et c'est ça la difficulté aussi, c'est de se dire, mais quelle association il va faire lui à ce moment-là, quoi? Est-ce qu'il va associer ça à justement l'enfant qui est passé à 50 mètres? Est-ce qu'il va associer ça? Et le pire, je pense, c'est quand c'est utilisé vraiment fréquemment, c'est qu'il y a un moment où ça doit générer une anxiété énorme Bien de quand est-ce que je vais me prendre sûr. ce jus? Qu'est-ce qui dans l'environnement génère ça? Et là, c'est hyper dangereux parce que là, tu peux créer des troubles anxieux hyper sévères avec des choses comme ça, quoi. Et moi, je l'ai vu en consultation. J'ai vu des chiens comme ça qui avaient été éduqués avec des méthodes comme ça et qui sont dans un état émotionnel vraiment, vraiment très, très compliqué. Justement, le lien avec l'humain est complètement Mm, dégommé, quoi. mm, Et ça, mm, mm. tu le vois. Et c'est pareil, c'est un cercle vicieux. Je suis désolée, hein, Ah non, non, tu me dis, c'est- c'est un cercle vicieux parce que
quand la relation commence à se dégrader, les gens généralement ont moins envie de faire des efforts et d'essayer. Le chien, lui, est plus distant. Il y a la relation. En fait, c'est vraiment un cercle vicieux qui fait qu'au bout d'un moment, on n'arrive même plus à vouloir résoudre les problèmes en tant qu'humain. Et le chien a des comportements de plus en plus difficiles, de plus en plus problématiques. L'issue potentiellement, elle peut être dramatique, là. Elle peut être de l'ordre de l'abandon, voire de l'euthanasie comportementale. Donc, en fait, si on regarde, si on se dit quels sont les potentiels risques dans tout ça, on peut aller vraiment très loin et se dire que mais c'est une possibilité et ça peut arriver. Oui. Et l'irritabilité, tu sais, il y a une période, je ne sais pas pourquoi, chez moi, il y avait de l'électricité statique. Ah ouais. Donc, j'ai un cortex préfrontal qui fonctionne. Je savais que c'était de l'électricité statique. Mais écoute, l'irritabilité que ça me donnait, rien alors que ce n'est pas des courjus, c'est juste des petits… Chaque fois que j'ouvrais le frigidaire, les choses, ça me tapait sur le système. Ouais. Et j'avais tout le contexte, et etc., etc. Donc, un chien qui n'a pas l'élaboration… oui, c'est un collier d'éducation. Oui, il y a de quoi vraiment péter un plomb, voire générer des conduites agressives, puisque l'irritabilité, ça peut entraîner des conduites agressives. Donc vraiment, c'est quelque chose de dramatique. On va parler des aboiements, parce qu'aussi, parfois, c'est utilisé et on en voit derrière, quand on se promène derrière les portails, on voit les chiens, et ça, c'est dramatique, parce que quand tu te balades, tu es avec ton chien, le chien vient voir ton chien, il se prend une prune parce que tu es là. Tu te dis, oui, je vais faire un détour. C'est horrible. Ah ouais, horrible. Ouais. Ah, c'est catastrophique. Donc, tu peux nous rappeler à quoi servent les aboiements dans la communication canine, déjà, etc. Tout ce que… Ouais, fonction de communication, hein, déjà, clairement, mais il peut y en avoir, il y a plusieurs fonctions, c'est contextuel, ça peut être des demandes de jeu, ça peut être des appels, ça peut être de la mise à distance, ça peut être de l'alerte, ça peut être même des aboiements de peur, hein, de stress, d'anxiété. Donc finalement, on a différentes causes et fonctions dans ce comportement-là, quoi. Mais oui, là, quand on a les colliers anti-aboiement, donc là, finalement, c'est encore. Je disais qu'il y avait deux types de colliers électriques, mais il y en a trois, hein, parce qu'il y a il y a celui qui est contrôlé par l'humain avec la petite manette là. Il y a celui qui est lié aux clôtures et il y a l'anti-aboiement. Donc là, ce qui se passe, c'est quand le chien aboie, ça détecte la vibration des cordes vocales ou quelque chose. Et du coup, ça envoie un coup de jus. Ou il y a le truc à la citronnelle, mais qui est pas beaucoup mieux, hein, finalement. Quand tu connais l'odorat du chien et de sa puissance, c'est très maltraitant. On peut que ça parte dans l'œil et tout. Enfin, c'est vraiment. Donc là, d'utiliser ces colliers aboiements. Et ce qui est dur, c'est que évidemment, parfois, ça, c'est des choses. Moi, ça m'est arrivé d'aller en séance chez des gens et de voir qu'ils avaient ça sur leur chien, quoi. Et les gens disent, en fait, le problème, c'est que j'ai mes voisins qui se plaignent, je suis dans une situation vraiment, vraiment difficile. C'est clair qu'à ce moment-là, c'est difficile de ne pas avoir de compassion aussi pour le problème qu'ils vivent. Voilà. Mais quand tu vois, justement, pour ces chiens-là, en général, c'est très, très difficile. Moi, ce que je vois beaucoup, c'est des chiens très inhibés, en fait. Qui, à force de se prendre des coups de jus au moindre mode d'expression, enfin au moindre aboiement, parce que c'est un mode d'expression, ils finissent par plus s'exprimer du tout, mais même physiquement, quoi. Donc tu as des chiens qui sont extrêmement inhibés, voire, on peut parler d'état dépressif, qui bougent plus, qui font plus rien, ou vraiment tu sens qu'il y a un mal-être énorme, quoi. Et je pense que ça, sur ces colliers-là, c'est horrible, quoi. C'est comme si à chaque fois que tu parlais, que tu essayais de parler, tu te prenais une baffe ou un coup de jus ou quelque chose. Enfin, c'est pas compliqué de se mettre à leur place, en fait. C'est ça, c'est sûr. Et du coup, ces chiens n'ont plus de joie, inhibés, c'est plus de joie, plus de curiosité, plus envie d'explorer, plus d'élan vitaux. Donc, effectivement, on parlait de la relation. Du coup, ouais, j'espère que les choses vont évoluer, vont un petit peu changer.
Donc, est-ce que... Oui, Ouais. pardon. Non, je veux juste rebondir sur ça, sur la relation. C'est qu'une fois que le lien est cassé, c'est très difficile après derrière de remettre, de régénérer ce lien de confiance et de montrer au chien qu'il peut avoir confiance quand ça fait des mois, voire des années des fois, qui se fait réprimer comme ça et qui se fait punir. Et en fait, même quand la personne veut vraiment recréer ce lien, ça peut prendre un temps fou en fait. C'est ça. Mm. C'est ça. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, on a vu les conséquences sur le physique, sur la relation, sur l'émotionnel. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais rajouter, que peut-être on n'aurait pas, on a un peu balayé tout, mais il y a peut-être quelque chose. Bah, je pense qu'on a fait un bon petit tour parce que bah, c'est un sujet vaste et qu'évidemment on pourrait en parler Oui, pendant des heures et des heures. Et voilà, on est limité aussi en temps, mais je pense que c'est vraiment important de toujours, et ça devrait être un devoir professionnel, ça devrait être quelque chose qui est la base de tout, c'est d'évaluer les risques dans ce qu'on fait et de se poser les questions en fait hein, justement sur parce que là on parle souvent en éducation canine de est-ce que ça marche, c'est la question, la grande question, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce que je peux faire pour que mon chien arrête de faire ceci cela, je cherche quelque chose qui marche et je pense que la vraie question ça devrait plutôt être est-ce que c'est risqué, est-ce que je risque de faire pire que mieux, est-ce que potentiellement je vais vraiment avoir un impact fort sur négatif sur le bien-être de mon chien et le mien du coup derrière aussi. Je pense que vraiment c'est le cœur de tout, c'est le devoir professionnel, le devoir de l'humain, du gardien. J'ai envie de dire que presque le pro qui ne le fait pas, c'est une faute professionnelle pour moi de ne pas prendre la mesure des risques dans ce que tu vas proposer aux gens, quoi. oui. Et donc, pourriez-vous parler des colliers vibrants? Cela a les mêmes répercussions que les décharges. Je pense à une chienne avec 200 en moins. Okay. Sa référente souhaitait l'utiliser pour l'aider au rappel. Donc peut-être un chien sourd, j'imagine. Je crois que c'est utile. Alors moi, je connais pas hyper bien le fonctionnement ni ces colliers-là. Effectivement, il me semble que ça peut être utilisé, enfin qu'il y a des professionnels qui l'utilisent avec des chiens malentendants ou sourds, etc. Je me suis pas trop penchée sur la question ni sur l'effet que ça peut avoir. Je sais pas si c'est ton cas, Je me Véronique. suis pas du tout penchée sur les chiens sourds, c'est pas du tout ma spécialité. Ce que je sais en revanche, c'est qu'il y a d'autres méthodes sans collier vibrant, et voilà, elle nous dit sourd, c'est malvoyant, et qui fonctionnent. Mm. Donc encore une fois, s'il y a une méthode qui Mm. fonctionne sans utiliser, parce que ça aussi, vraiment, c'est en toute humilité, je suis pas spécialiste, mais d'avoir quelque chose qui vibre, c'est quand même c'est imprévisible. Alors, je ne sais pas quelles sont les modalités de l'autre méthode qui n'utilise pas les colliers, mais enfin, prenons le temps toujours de nous renseigner quand on est. Ouais, voilà. S'il y a des méthodes qui marchent, mais foncez sur Non, ces méthodes-là. Donc, encore une je fois, dirais un petit ouais. bémol, ouais. Il faut se poser la question quoi, de se dire bah, quel est l'effet vraiment. Est-ce que justement en termes de sensations physiques et aussi bah, comment c'est utilisé, est-ce que ça peut générer ce genre de sensation d'imprévisibilité, d'effet, ok, il y a un truc qui me vibre, je sais pas pourquoi, etc. Ça peut quand même finalement être Ah, mais assez carrément. inquiétant. Alors là, il y a des commentaires, Oui. Alaska School explique bien les méthodes. Sinotopia et Canescence en parlent. Elles sont contre. Voilà, moi, spontanément, je ne serais pas favorable. Mais encore Non, une fois, je n'ai pas du tout étudié le truc. non, non. Euh, Non, non, parce que oui, c'est beaucoup de. Il y en a des moins violentes, justement les vibrations ou le fait de un jet, le truc au citronnelle, etc. Évidemment que comparé à un choc électrique, tu te dis que ouais, c'est moins vif, c'est moins violent, mais c'est pas pour autant que le chien vit bien ces sensations-là et bah, l'effet que ça leur fait et comment il gère ses informations sensorielles, etc. quoi. si
si vous pouvez mettre, je vois qu'Anaïs de tout nous a aussi donné des petits liens, n'hésitez pas à mettre en commentaire quand le replay sera en ligne, à mettre tous ces liens, c'est vraiment bienvenu. Ouais. Ça va dans le bon sens, donc n'hésitez pas à les remettre parce que je peux pas tout noter. Donc dans les commentaires, ça serait bien. Bon bah je crois, en tout cas, on va dans le bon sens avec tout ça. Voilà, parce que je sais que moi j'insiste beaucoup sur la prévisibilité, l'autonomie dans des chiens qui sont anxieux. Dans un premier temps, et donc c'est pour ça que ça m'interpelle. Que ça soit vibrant. Et je fais une petite parenthèse aussi d'utiliser, tu sais, le tabasco, les choses pour un chiot qui détruit. J'ai entendu ça. C'est pareil. On est dans le lien, on est dans la confiance, on est dans la construction. Donc, on est dans un foyer où on est censé être en sécurité. C'est le refuge du chien. Que dans son propre foyer, il y ait des choses hostiles comme ça. Ça a un impact et je suis pas OK. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais Ouais, je pense que là, c'est hyper important ce que tu dis. Ça rejoint un peu ce paradigme justement de l'éducation positive qui s'est développé à partir des années 80 surtout, où on parlait beaucoup de renforcement positif, où on basait vraiment finalement, on expliquait, pour expliquer ce que c'était l'éducation positive, on parlait de renforcement positif, etc. ah, on t'entend. Ah voilà. Ah, L'éducation, alors moi personnellement, l'éducation positive, je la vois plus comme, je la définirais plus par les approches dont on parle un petit peu maintenant, l'IMA, etc. Donc le moins intrusif, le moins aversif, etc., etc. Et évidemment, avec la base du lien sécurisant et de la sécurité du chien aussi, parce que finalement, j'en ai pas parlé alors que c'est quelque chose qui est vraiment hyper important. Et moi, dans mon travail avec les chiens peureux, anxieux, c'est vraiment la base de tout. C'est qu'avant même parfois de travailler sur certaines des problématiques qu'ils rencontrent, je m'assure qu'ils soient bien sécurisés au quotidien et dans leur vie et dans leur relation avec l'humain, quoi. Et ça, ça impacte énormément le lien d'attachement, ça impacte énormément justement l'exploration, la confiance en soi, etc. Donc ouais, je pense que c'est ça aussi qui est important aujourd'hui sur cette question d'éthique aussi dans les relations, c'est vraiment à quel point je suis intrusif dans l'espace de mon chien en appliquant certaines méthodes et à quel point ça peut être aversif. Évidemment, le quotidien, si on parle de la question de la coercition, évidemment qu'on peut dire le quotidien, la vie de notre chien implique une certaine coercition puisque c'est nous qui décidons de quand ils vont se promener, voilà, on peut pas, ils peuvent pas aller faire pipi quand ils veulent, etc., etc. Et je pense que ce qui fait la différence maintenant en termes d'éducation canine et de professionnels, surtout, c'est d'un côté ceux qui continuent à appliquer ce genre de méthode et qui en font vraiment le cœur de leur travail, donc de rajouter plus de coercition à ce qui existe déjà. Et il y a de l'autre côté des professionnels qui font tout pour minimiser cette coercition et pour apporter un maximum d'agentivité, de liberté, de liberté de choix, etc. aux chiens. Et je pense que là, c'est ça aussi où maintenant les gens, s'ils veulent s'orienter vers les professionnels, il faut qu'ils regardent un petit peu ce qui se passe dans les méthodes, dans ce que vraiment les gens mettent en place, quoi. oui, ça m'a fait penser à la canette aussi. Tu vois, à la fin, ça, c'est catastrophique. Voilà. Donc, c'est dingue de te dire qu'aujourd'hui, là, en 2024, tu as quelqu'un qui met ça sur les réseaux. Ça a un succès de dingue parce que faut pas regarder les commentaires, c'est horrible. Ça te, enfin, vraiment, oui, j'ai utilisé ça avec mon chien, c'est génial, etc. Moi, c'est trop pour mon petit cœur. Mais ouais, non, là, quand tu vois des choses comme ça, tu te dis bon. On a un peu de travail à faire encore et c'est bien, tu vois, qu'on ait ces espaces d'échange, de parole. Pour informer. On arrive à la fin de Ouais. notre entretien. Je vais te poser les petites questions rituelles que je pose à chaque fois. Déjà, si tu avais un conseil, un message à nous transmettre, ce serait lequel?
Euh, alors, j'en aurais beaucoup, mais allez, on va faire un tri. Déjà, je pense, de manière générale, il faudrait une clé en fait pour naviguer dans ce domaine de connaissances, parce qu'il y a tellement de choses, c'est très difficile surtout pour les particuliers de trouver les bonnes informations, de savoir si c'est des informations qui sont vraiment pertinentes, etc. Je pense que c'est important qu'on essaye au maximum de développer notre esprit critique. Ça, c'est vraiment une clé. Il y a plein de façons de le faire. Il y a plein de ressources sur le fait de développer son esprit critique. Mais brièvement, ça va impliquer déjà d'être prudent face aux informations qu'on voit. Ça va impliquer de remettre en question ses préjugés. Ça va impliquer d'aller chercher un peu les informations à droite, à gauche et de vraiment toujours mesurer justement les risques impliqués, voilà, de toujours peser le pour et le contre dans ce qu'on fait, dans ce qu'on décide, etc. quoi. Et oui, et je pense que vraiment de manière générale, réfléchir à l'éthique de ce qu'on met en place avec nos animaux et se poser la question des risques plus que de l'efficacité, quoi. Oui. Merci. Et si tu étais à ma place, qui aimerais-tu interviewer? Du coup, je donnerai le micro à Anaïs Allard, qui, je crois que je l'ai vu passer. C'est une comportementaliste qui est en activité depuis quelques mois, mais qui s'est spécialisée vraiment sur la douleur et le comportement, le lien en tout cas entre la santé, douleur et comportement. Je pense que du coup, ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire. Ce serait une bonne continuité. Et elle a des choses vraiment passionnantes à nous expliquer parce que là, on est vraiment sur un sujet qui se développe. On a de plus en plus d'études et je pense qu'il faut que nous, en tant que professionnels, en tant qu'humains, on se penche beaucoup plus sur ce lien-là. Écoute, je la suis et j'avais dans l'idée de lui envoyer un message. Ça fait des semaines que, donc si tu nous regardes, Anaïs, je vais t'envoyer un message en espérant que tu acceptes. J'avais dans l'idée d'aborder ce sujet, la douleur, la lecture du comportement pour déceler une douleur, voilà. Enfin, tout ce que ce conte partage. Donc, écoute, c'est avec grand plaisir et ça sera fait de mon côté. Écoute, merci beaucoup. Le replay va être partagé dans la foulée. Ça sera peut-être un petit peu plus long sur YouTube parce que la fibre arrive chez moi. Voilà, elle est là, Anaïs. À bientôt en message privé. La fibre arrive. Donc, je vais pouvoir télécharger sur YouTube immédiatement. Là, ça me prend juste 4 heures. Je suis à côté d'une forêt. Enfin, les joies, c'est à la campagne, je connais. C'est ça. Voilà, il pleuvait tout à l'heure, je me suis dit, oh là là, j'espère que la connexion va tenir. Ah, mais là, tu sais, je suis collée à la fenêtre en haut dans la chambre pour avoir un petit peu de réseau. Bon, c'est pour ça qu'il y a la lumière qui change. Il y a du soleil, pas de soleil. Enfin, on fait avec ce qu'on peut, mais on fait. Donc, merci mille fois. Un petit mot, on va faire un petit live improvisé avec ma consoeur Romy Sauvageau de Kiffe ton chien, parce qu'on est en train justement, enfin on n'est pas en train, on propose une formation sur tout ce qui est régulation des émotions, système nerveux, mais aussi langage canin. Et on a eu pas mal de questions et on s'est dit qu'on fera un très très court, enfin, on va essayer live pour répondre aux questions en direct. On vous annoncera ça très vite. Merci infiniment à tous. Merci beaucoup, Géraldine. Avec plaisir, merci. Et comme disait mon grand-père, prends ce que tu veux et laisse le reste. À bientôt. Ciao tout le monde.